Bonjour tout le monde. Bonjour, merci d'être venu. On va encore attendre 1 ou 2 minutes avant de commencer pour laisser un peu de temps aux participants d'arriver. Sinon, pour les gens qui sont déjà là, je vous invite à découvrir le chat. Dans le chat, c'est un espace où vous pouvez poser des questions pendant le webinaire et nous allons les répondre. Vous pouvez aussi mettre vos commentaires et interagir un petit peu avec nous. Ok, alors je pense qu'on peut commencer. Alors bonjour encore à tous et à toutes. C'est aujourd'hui notre deuxième épisode du Masterclass Challenge Accepted. Aujourd'hui, on parle sur la gestion de crise. Alors, c'est une série de webinaires organisés par la GIZ en coopération avec la Chambre allemande. Et tout d'abord, un grand merci à vous toutes d'être venues. Et aussi un grand merci à monsieur Salim Rabani de l'Institut ITMC qui va nous raconter un petit peu sur la gestion de crise aujourd'hui. Alors, pendant le webinaire, vous avez l'opportunité de poser vos questions dans le chat et nous allons les répondre à la fin pendant une discussion. Et à la fin, dans la discussion, vous avez aussi l'opportunité de prendre la parole et poser vos questions directement à monsieur Rabani. Avant de commencer, nous avons 2 petites questions à vous. Déjà pour commencer, pour connaître un petit peu la situation de vos entreprises avec Covid-19 et avec les réponses, pouvoir un petit peu adapter aussi le contenu de ce webinaire. Alors. Ok, alors la première question, de quelle manière est-ce que votre entreprise a été affectée par la crise Covid-19? Est-ce qu'il y avait une perte du personnel, un accès aux clients réduit, accès aux mécanismes de financement réduit, accès aux moyens de production réduits ou de pénurie des matières premières? Ou est-ce qu'il y a un manque de mobilité du personnel disponible? Je vous laisse un peu de temps pour répondre. C'est anonyme, c'est-à-dire il n'y aura personne qui pourrait voir vos réponses et vous pouvez choisir plusieurs options aussi. C'est-à-dire si vous avez au même temps un accès aux moyens de production réduits et un manque de mobilité du personnel disponible, vous pouvez choisir les 2 options. Ok. Super, merci. Je pense qu'on peut s'arrêter ici. Voilà, on a surtout un accès aux clients réduits ou totalement perdus et un accès aux mécanismes de financement difficiles et la manque de mobilité des personnels disponibles.
maintenant juste une deuxième petite question concernant le modification au niveau de l'effectif dans les prochains 6 mois à cause de la crise Covid-19. Est-ce que vous, dans votre entreprise, est-ce qu'il y aura une augmentation de l'effectif ou une réduction, ou est-ce que vous avez suspendu ou réduit des démarches d'embauche, ou est-ce qu'il n'y a aucun changement? Ces questions-là, elles nous aident d'un côté à mieux préparer des webinaires pour vous, mais aussi à adapter un petit peu les produits des initiatives spéciales sur l'emploi et la formation de la GIZ pour mieux soutenir les entreprises au Maroc. Ok, alors nous avons aussi une situation assez optimiste aujourd'hui, avec 50% d'une augmentation de l'effectif et 50% de aucun changement. Ça, c'est assez intéressant. Ok, alors merci pour répondre à ces premières questions. Et, maintenant, je passe le mot à Monsieur Rabani et je vous souhaite un bon webinaire. Alors, bonjour à tous, salam alaikum. Donc, bienvenue à ce deuxième jeudi de la masterclass organisée par la HK et la GIZ. Je tiens à saluer ici pour leur brillante initiative. Je me présente donc, je suis Salim Rabani, le DG du cabinet de conseil industriel ITLC, créé en 2012 et spécialisé dans les métiers émergents, notamment l'automobile, l'aéronautique et l'électronique. Donc, je vais animer aujourd'hui cette session autour du thème de la gestion de crise. Comme annoncé, on dédiera à la fin de la session à vos différentes questions. Allons-y. Comment on prend la main ici? Ok. Donc, au sommaire, je ferai une brève introduction. Puis en deuxième partie, je présenterai quelques exemples des crises précédentes, essentiellement en 1929 et 2008. Puis en troisième partie, on attaquera la gestion de crise en soi, d'abord au travers des concepts généraux, et puis finalement au travers d'une application concrète versus la crise du Covid-19 que nous vivons actuellement. À la suite, je vous proposerai un petit sondage. Et puis, je terminerai par une conclusion. Alors, on distingue différents types de crises. Il y a des crises conjoncturelles, ponctuelles, des crises structurelles, donc qui s'inscrivent plus dans la durée, des crises politiques, des crises financières, des crises sociales. Par définition, la crise est un événement brusque et imprévisible qui modifie notablement l'ordre ou l'organisation antérieure, qui génère un chaos et un désordre plus ou moins long avant une stabilisation sur un nouvel équilibre. Dans notre cas, nous sommes en face d'une crise conjoncturelle que personne n'attendait. Elle est issue d'un arrêt de l'économie réelle suite au Covid-19. Le phénomène est mondial et c'est notamment la demande et son profil et sa solvabilité qui ont été impactés de plein fouet. Les pays sont tous plus ou moins touchés avec des prévisions de récession de l'ordre de moins 2% pour la Chine, moins 4% pour les États-Unis, moins 5,5% pour l'Allemagne et moins 12% pour la France. La situation aujourd'hui est encore incertaine dans la plupart de ces pays et la visibilité reste très floue sur les scénarios et la temporalité de sortie de crise, idem pour notre pays au Maroc.
tous les secteurs n'ont pas été touchés de la même manière, comme le montre cette figure, avec les gagnants en vert, les perdants en rouge foncé et je dirais les milieux en orange. Donc les grands gagnants, ce sont les entreprises liées au digital, au télécom, à la distribution, au commerce et à la logistique. Les perdants, ce sont notamment le transport aérien, les activités non-food et les activités événementielles. Un des enseignements majeurs qu'on peut déjà tirer, je dirais, de cette crise, c'est l'intérêt et l'importance de doubler sa chaîne de distribution et de vente par un équivalent digital, lorsque c'est possible, bien évidemment. Les scénarios de sortie de crise et les prévisions pour 2020. Alors, à la base, nous avions 4 scénarios. Une courbe en V, c'est-à-dire une reprise très rapide. Une courbe en U, une reprise un peu plus tardive. Une courbe en L, donc avec une reprise très étalée dans le temps. Voilà. Et enfin, une courbe en W, donc avec une deuxième vague ou une deuxième réplique. Nous sommes aujourd'hui dans cette dernière configuration, c'est-à-dire un scénario en W avec une première crise, je dirais, ou une première vague sur le deuxième trimestre 2020. Et aujourd'hui, je dirais une prévision de deuxième vague qui va peut-être nous amener jusqu'à la fin de l'année. En ce qui concerne les prévisions de croissance, le PIB pour 2020, selon le HCP, en juillet, il annonce une prévision de moins 5,8%. En ce qui concerne 2021, la prévision est positive, donc un effet de rattrapage à 4,4%, par contre sous condition d'une bonne pluviométrie qui n'est pas encore gagnée et que la crise sanitaire effectivement se conclue au dernier trimestre de cette année. En termes d'impact de cette crise sur le Maroc, les résultats d'un sondage effectué par la CGEM courant juillet 2020, donc sur 1740 entreprises, on apprend que 50% des entreprises annoncent une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 50% sur un trimestre. Elles annoncent également un risque sur 50% des emplois et elles s'attendent également pour 60% d'entre elles à une augmentation des délais de paiement. Donc voilà, je dirais un peu aussi pour une photo de la situation au Maroc, les sondages que vous avez faits vont nous aider à compléter. En ce qui concerne les principaux secteurs impactés aujourd'hui au Maroc, nous avons le tourisme et le transport, avec une perte estimée à 728 millions de dollars pour la partie transport aérien. Au niveau de l'industrie, nous avons eu des arrêts temporaires de l'activité industrielle, notamment automobile, des perturbations des approvisionnements, notamment pour le secteur textile et pour l'agroalimentaire. Pour le BTP, tous les chantiers ou une grande majorité des chantiers ont pris du retard. Le profil de la demande post-crise est encore en question, sachant que le BTP était déjà un secteur, je dirais, atteint avant la crise du Covid. La FNBTP estime que 60 à 70% du chiffre d'affaires a été perdu sur le dernier trimestre. En ce qui concerne l'agriculture, on a un effet positif au travers de l'augmentation des exportations. L'annulation du SIAM a impacté, je dirais, la signature de contrats et une hausse globale, je dirais, sur les prix du fait du coût du transport. Au niveau du retail, la situation est dramatique puisque les baisses de trafic sur les points de vente sont énormes, les chaînes d'approvisionnement ont été perturbées et dans la restauration, on a plus de 90% des restaurants qui ont été fermés pendant très longtemps. Donc voilà pour un bref tableau, je dirais, de la situation au Maroc et dans le monde. Alors, par rapport aux crises précédentes, on constate un certain nombre de similitudes. Le choc, dans notre cas, est un choc sanitaire qui s'est transformé en arrêt de l'économie réelle, a contribué à une baisse de la demande,
et donc qui devrait se poursuivre par une baisse des prix, du chômage, du fait des pertes d'emploi, une baisse de la production et donc une dépression. En fait, nous sommes à l'aube d'une dépression et d'un choc économique qu'on peut qualifier aujourd'hui d'au moins aussi important que 2008, voire plus. Voyons voir les chiffres de 2008 et de 1929. Ce sont deux crises avec des lourdes conséquences qui ont été absorbées en une dizaine d'années. Dans le cas de 1929, le chômage dans les pays développés a été multiplié par 3, voire par 4, pour atteindre des pics à 20%. Le produit intérieur brut a diminué de 10 à 50%. La crise de 2008 était moins puissante dans le sens où le chômage a doublé, en moyenne, je dirais, de 5 à 10% pour les pays que sont les États-Unis et l'Europe, parce que le PNB par habitant, lui, a été très peu touché sur 2-3 années. Donc, on peut estimer que la crise actuelle que nous vivons, sans préjudice, je dirais, d'une deuxième vague violente ou d'un rétablissement plus rapide que prévu, se situerait entre l'exemple de 1929 et l'exemple de 2008. Dans le cas du Maroc, si on prend l'exemple de 2008, il nous a fallu à peu près entre 3 et 5 ans sur les principaux indicateurs pour retrouver notre niveau de 2007. En l'occurrence, sur les exportations, il a fallu attendre 2011 pour le retrouver le niveau de 2007. Pour les recettes de voyage, idem. Pour le flux des investissements directs étrangers, il nous a fallu 5 ans pour retrouver le niveau intérieur. Comme vous pouvez le constater sur la figure, ça s'est traduit ultérieurement par un rebond, une multiplication, je dirais, par 2 voire 3 des flux IDE au Maroc. Peut-être une conséquence des délocalisations qui ont fait suite à la crise de 2008. Est-ce que nous vivrons la même chose cette fois-ci? Je pense que oui, puisque cette crise devrait avoir pour effet la poursuite des tendances antérieures, dans une des principales et la délocalisation, notamment de l'Europe vers le Maghreb. En ce qui concerne le transfert des résidents marocains à l'étranger, il a fallu aussi 3 ans et demi pour retrouver son niveau antérieur. Alors, abordons maintenant le vif du sujet. Comment gérer une crise? Donc là, je vais vous présenter des concepts généraux qui s'appliquent à la crise actuelle, mais dans l'esprit à n'importe quelle crise. Alors, il y a 3 ou 4 étapes majeures dans la gestion de crise. La première est l'analyse, la deuxième, c'est l'organisation ou la prévention, tout dépend à quel niveau et à quel moment on se situe. La troisième est l'action et la communication. J'insiste sur la communication, on aura l'occasion d'y revenir. Et puis, la dernière étape est le bilan. Nous n'y sommes pas encore. Espérons que nous y arriverons le plus vite possible. Dans l'absolu, ce que nous préconisons, c'est la création immédiate d'une cellule de crise stratégique auquel sera rattaché des organes d'exécution, une cellule chargée de l'exécution et une cellule chargée de la communication. En deuxième étape, on préconise l'analyse de la situation sur le court terme, la mise en place d'un plan de continuité des activités. Dès que la situation est stabilisée dans l'entreprise, on peut enclencher le diagnostic pour envisager le moyen et le long terme, les impacts, je dirais, de cette crise et qu'est-ce qu'il convient de faire. La cellule de crise, quel est son rôle? Elle a pour rôle de prendre les décisions et de piloter le changement. Des décisions sur les thématiques de sécurité et sanitaire, les décisions sur les thématiques d'organisation du travail, sur les thématiques de gestion de la théorie et de la communication externe, demain que nous sommes, on le veuille ou non, dans la gestion du changement, puisque dit crise, gestion du changement, même si on ne fait rien et on n'en change rien, c'est quand même un changement à gérer de ne rien faire. Pour gérer ce changement, je vous propose un modèle qui est un modèle classique dans le management, qui est le modèle de Kotter.
qui se base sur 8 étapes. La première, nous la remplissons déjà, puisque nous sommes déjà dans une situation d'urgence. La deuxième préconise de former une équipe de pilotage soudée. C'est la cellule de crise que je vous propose. La troisième étape prévoit de développer une vision stratégique. C'est ce que nous vous proposons au travers du PCA, mais également, lorsque la situation sera stabilisée, d'un diagnostic plus approfondi. La quatrième étape est de communiquer autour de cette vision et des décisions relatives à cette vision. La cinquième étape est de donner le pouvoir d'agir et les moyens et les ressources, générer, de produire, je dirais, des améliorations rapides, visibles, enfin de consolider et d'accélérer ces changements. Et puis, en dernière phase, je dirais, de transformer ces acquis et ces modifications en les inscrivant dans la culture de l'entreprise. Pour l'avoir pratiqué personnellement, c'est très efficace et quelque part, cette crise, malgré tous ses effets négatifs, présente des opportunités. L'une des principales opportunités de cette crise est qu'elle est une opportunité de changement. Si vous aviez l'intention de faire évoluer votre entreprise vers un nouveau business model, vers un nouveau positionnement stratégique, vers une nouvelle manière de faire, c'est peut-être le bon moment puisque de toute manière, il faudra changer. Abordons la notion du plan de continuité d'activité. Donc, pour l'élaborer, je vous propose de s'appuyer sur l'analyse de 6 thèmes, de 6 thématiques d'entreprise qui vont permettre d'alimenter, je dirais, ce plan de continuité d'activité, de répondre aux questions soulevées par les obstacles à l'activité du fait de la crise sanitaire. Alors, la première rubrique, c'est les employés. Donc, il convient d'assurer leur sécurité et leur santé. Il convient de prendre en compte la possibilité de travailler en distanciel comme en présentiel. Il convient de prendre en compte également la possibilité de travailler en horaire réduit ou en équipe réduite. Et il convient aussi de garantir, je dirais, la continuité de la rémunération lors de la crise. Nous aurons l'occasion d'y revenir au travers des dispositifs mis en place par l'État sur ce point. Ça, c'est le premier bloc qui doit alimenter votre PCA. Le deuxième bloc consiste en l'analyse de votre supply chain, donc votre logistique amont et aval, c'est-à-dire fournisseur comme client. Analyser les deux routes, voir s'il faut mettre en place des nouvelles routes de livraison du fait de contraintes liées à la crise. Analyser les impacts sur les clients, anticiper les litiges commerciaux sur des transports du fait de retard ou autre. Globalement, sécuriser les approvisionnements et sécuriser la distribution. Troisième point, les revenus, donc le chiffre d'affaires. Anticiper le déclin des revenus, analyser la situation de trésorerie, élaborer un petit plan de trésorerie, faire de la veille pour pouvoir bénéficier des différents dispositifs mis en place par l'État au niveau financier, mais également au niveau de report des échéances sur les crédits. Le quatrième bloc, analyser le bloc des opérations. Donc, analyser la nécessité ou non de réduire les capacités dans certains ateliers ou sur toute la globalité. Réduire aussi les services, éventuellement après-vente chez la clientèle, voire éventuellement la possibilité de fermer, je dirais, des dépendances complètes pour réduire les coûts fixes. Cinquième bloc, la mobilité, le transport. Donc, prendre en compte les impacts de la crise sur l'organisation des transports du personnel et des marchandises, sur les restrictions à la mobilité, sur les quarantaines, sur les missions à l'international. Prendre en compte également, pour les gens qui travailleraient en distanciel, la nécessité de garder des liens, je dirais des activités, pour ne pas les perdre. Enfin, le dernier bloc, et non l'un des moindres, la régulation. Cette crise a, je dirais, occasionné la mise en place de normes sanitaires sectorielles qu'il convient de respecter. Les risques sont conséquents puisqu'on peut assister en cas de non-respect
la fermeture de l'entreprise pour plusieurs semaines. Donc, il convient de mettre en place ces normes et de les faire respecter d'une manière stricte, qu'ils soient sanitaires, économiques ou autres. Voilà, je dirais, les thèmes qui vont alimenter la définition de votre plan de continuité d'activité. Une remarque pour plus générale, pour être intervenu dans différentes entreprises lors de cette crise, souvent nous avons eu des remontées par rapport au fait que tout ceci représente un surcoût. Effectivement, ceci représente un surcoût qui peut être estimé de l'ordre de 3 à 5% en fonction du secteur où vous opérez. Je dirais le minima doit être mis en place pour pouvoir garantir la continuité de l'activité. 3 à 5% de coûts supplémentaires ne sont rien par rapport à un arrêt de l'activité pour non-respect des normes ou autre qui peut durer plusieurs mois. Alors, après avoir mis en place la cellule de crise, mis en place, analysé la situation et mis en place le PCA, il convient engager le changement, il convient de bien prendre en compte l'aspect psychologique de toute transformation, notamment de cette transformation en période de crise qui va générer du stress, qui va générer de l'isolement pour les gens qui travaillent en distanciel, de la solitude, et qui génère aussi beaucoup d'inconnus pour tout le monde en fait. Donc le management devra veiller à apporter dans sa communication, dans sa manière de faire, la sécurité, la sérénité et la confiance. Éventuellement, il est préconisé de mettre en place une cellule de soutien psychologique. Pour rappel, psychologiquement, lorsqu'on passe par une crise, on traverse 5 phases, que ça soit en tant qu'être ou en tant que collectivité. On a une première phase qui est une phase de choc et de déni, une deuxième phase qui est une phase de colère et ou de peur, une troisième phase qui est une phase de tristesse et de dépression, et enfin, le rebond commence à la quatrième phase où on est en recherche de sens et on fait des essais. Et puis, ça se termine par la cinquième phase où on revient, je dirais, à une situation antérieure avec une nouvelle sérénité, des nouvelles forces. La tâche du management est bien évidemment de réduire la durée de la phase 1, 2, 3 et d'enclencher le plus vite possible la phase 4 et 5, sachant que les phases ne sont annihilables, c'est-à-dire que forcément l'individu ou le collectif passera par la phase 1, qu'elle soit courte ou longue. Voilà. Alors, après tout ceci, il convient d'aborder le diagnostic pour mesurer l'ampleur de la situation et de la crise. Donc là, on vous propose un scan très rapide. Ça n'est pas un diagnostic complet. C'est une première manière de voir très rapidement où nous en sommes. On distingue 3 paliers dans la crise, le risque faible, le risque moyen, le risque majeur. Concernant le risque majeur, si vous avez des risques en termes de trésorerie, un risque de redressement, voire de liquidation, voire un risque d'arrêt de crédit, nous pouvons considérer que vous êtes en face d'un risque majeur, donc un niveau 3. Si vous êtes en face de problématiques de contrôle des coûts, que votre chiffre d'affaires n'augmente pas, voire plutôt baisse, que vos résultats opérationnels ne sont pas très bons, vous êtes sur un niveau de risque moyen. Et dans le dernier cas, si vous n'avez pas de nouveaux clients, de nouveaux produits, mais que sinon tout se maintient, vous êtes sur un risque très faible. Donc voilà un diagnostic, je dirais, très rapide de la situation. Pour faire un diagnostic plus approfondi, bon, bien sûr, il faut procéder à un diagnostic financier. Nous aurons l'occasion d'en parler le 1er octobre lors du jeudi consacré à l'assistance financière. Tous les cas, en ce qui concerne le diagnostic stratégique, les outils que vous pouvez utiliser pour ce faire sont les suivants. Tout d'abord, pour analyser votre environnement extérieur, nous vous conseillons d'utiliser l'analyse Pestel qui vous permet d'analyser l'environnement extérieur sur 6 plans, sur les aspects politiques, économiques, sociaux, technologiques, environnementaux et légaux. De faire également une analyse de la concurrence
et de déterminer l'intensité concurrentielle sur vos domaines d'activité stratégiques via les 5 forces de porteurs, de procéder à une analyse interne de votre entreprise via la chaîne de valeur de porteurs, et puis de conclure par une analyse de vos forces et faiblesses et des opportunités qui se présentent pour vous sur le marché et des menaces qui s'y trouvent aussi. Donc je dirais voilà pour l'aspect boîte à outils pour réaliser votre diagnostic stratégique. Sur la base de ce diagnostic, nous vous préconisons, nous vous suggérons de développer 3 scénarios. Alors, dans notre cas, nous avons développé des scénarios de crise, chaque scénario consistant en une baisse de revenus conséquente. Le premier scénario A consiste en une perte de revenus de l'ordre de 15%, le B a une perte de revenus de l'ordre de 25% et le C de l'ordre de 45%. Bien évidemment, pour certaines entreprises, le phénomène ne sera pas le même et éventuellement, elles sont parmi les gagnants de cette crise, notamment peut-être dans le digital. Auquel cas, ces scénarios seront inversés et on aura un plus 15, plus 25 et plus 45%. Faites attention, si c'est le cas, on peut avoir une crise de décroissance comme on peut avoir une crise de croissance, très souvent. Donc, il convient de l'aborder avec la même rigueur, le même sérieux et je dirais le même niveau d'anticipation. Donc, après avoir élaboré vos 3 scénarios avec les différents scénarios de revenus, on va simuler les différents plans de charges, c'est-à-dire la position de vos charges fixes et variables. Donc, on aura nos 3 scénarios ABC et puis on va superposer dessus 3 plans. Un plan de maintien des charges à leur niveau antérieur, un plan B avec une réduction de ces charges de l'ordre de moins 15% et un plan C avec une réduction de ces charges de l'ordre de moins 25%. Ceci pour aller analyser et calculer le data, jusqu'à quelle période votre trésorerie vous permet de soutenir, ou vos finances, pardon, vous permettent de soutenir votre activité et quelle est votre position de cash à la fin de l'année. Analysons les 2 cas significatifs. Le cas le plus optimiste, vous êtes dans le scénario A avec une perte de 15% de revenus et vous avez lancé un plan de réduction des charges fixes pour les réduire de 25%. Donc, vous êtes dans le plan C. Donc, à l'intersection scénario A et plan C, je constate que j'ai de quoi tenir encore 24 mois et que ma position de cash sera de 14 millions à la fin de l'année. Donc, j'ai tout de suite une vision très très claire de où est-ce que j'en suis et jusqu'où je peux aller. Prenons le cas inverse, scénario C, donc 45% de revenus, plan A, pas de réduction des charges ni fixes ni variables. Donc, j'ai de quoi tenir 6 mois et je terminerai la fin de l'année avec une position de cash à 3 millions. Donc, voilà. Donc, avec ce tableau, en tant que dirigeant, au niveau de la cellule de crise, je vois tout de suite où j'en suis et je vois à peu près les 9 scénarios sur lesquels l'entreprise va s'orienter, puisque un des problèmes majeurs aujourd'hui que nous avons, c'est la visibilité. Nous n'avons pas de visibilité. Il est très difficile aujourd'hui dans quasiment tous les secteurs de prévoir la fin de l'année et voir son budget de l'année prochaine. Donc, il faut avoir une vision, je dirais, très large avec ces 9 cas qui permettent d'appréhender le futur. Sur la base donc de cette vision, on sélectionne le scénario plan qui convient ou qui ressemble le plus à l'entreprise et on prend les décisions qui s'imposent. Alors, au niveau de la prise de décision, gestion de crise, comment ça se passe? Dans 36% des entreprises, c'est le directeur général, donc le dirigeant, qui prend les décisions à l'intérieur ou non d'une cellule de crise. En 20% des cas, c'est le risk manager. Ceci est plutôt valable dans le cas de grosses, je dirais, entreprises, qui n'est pas la majorité des entreprises marocaines, puisque la majorité des entreprises marocaines sont des PME, moins à peu près 95%.
14% sont prises par le conseil d'administration en l'occurrence, 10% sont pris par la direction financière. Dans cette situation aujourd'hui, quel type de décisions sont prises classiquement? Prenons le cas, je dirais, des entreprises qui vont être impactées et non pas le cas des entreprises qui vont sortir gagnants. Dans la majorité des cas, les décisions qui sont prises vont être des décisions de gel des investissements et des projets, des décisions de gel des recrutements, une décision de downsizing, c'est-à-dire de réduction des capacités et des activités de l'entreprise. Les trois questions majeures qui se posent en termes stratégiques sont le maintien ou non sur le marché actuel, l'intérêt d'une diversification produit ou marché, et enfin, si les réponses à ces trois dernières questions sont négatives, il convient d'envisager la dernière option, qui est une option de redressement, voire de liquidation, voire éventuellement d'une prise de participation externe dans le tour de table de l'entreprise. Donc voilà en ce qui concerne, je dirais, les décisions majeures prises lors de crises de ce type. Je vais donner un exemple concret. En 2008, qui est une crise que j'ai pu vivre dans le monde professionnel, j'étais à l'époque patron de site, sur un site de 3000 personnes dans l'automobile au Maroc. Nous sommes rentrés en septembre, le carnet de commandes a chuté de 70% sur 4 mois. Nous sommes passés de 3000 personnes à 1200 personnes. Les intérimaires et les CDD ont quitté l'entreprise. Nous avons mis en place du chômage technique à 50% sur 3 jours par semaine. Donc pendant 3 jours par semaine, l'usine était fermée. Tout ceci a duré pendant 4 mois et nous avons bien sûr aussi actionné les dispositifs de l'État pour pouvoir amortir le choc économique et financier. Donc je dirais, ce que je viens de vous raconter, sont des prises de décision classiques dans ce type de prise. On s'adapte à la demande et puis si elle reprend, on remonte en puissance. Dans le cadre de la crise Covid-19, qui est un peu spécifique du fait de ses aspects, je dirais, sanitaires et liés à la mobilité, avec Maroc PME, on a proposé une approche conceptuelle pour la gérer que je vous présente avec 6 étapes. Qui est standard pour toutes les entreprises, qu'elles soient dans l'industrie, les services ou autres. Donc, elle consiste en une première étape qui consiste à assurer la santé et la sécurité du personnel pour ne pas mourir, et en l'optimisation et la réorganisation de la production et de la supply chain. La deuxième étape consiste à maintenir les activités pour survivre via l'implémentation et la définition du plan de continuité des activités. La troisième étape consiste à gérer la situation financière pour vivre et à sécuriser la trésorerie et à élaborer un plan de financement pour la relance. La quatrième consiste à fédérer les ressources humaines et pour supporter la réorganisation des effectifs et du changement. La cinquième consiste à maintenir et développer les ventes pour prospérer, quitte à reconfigurer l'offre produits-services au regard des évolutions du marché post-Covid-19. Et enfin, la dernière étape préconise de digitaliser vos processus pour être résilient via la numérisation d'un processus de votre entreprise ou de toute votre entreprise pour atteindre une configuration à toute épreuve. Voilà donc pour l'ensemble, je dirais, des concepts pour gérer la crise. On rappelle une cellule de crise, un plan de continuité d'activité, un diagnostic pour savoir où est-ce qu'on va dans les prochains mois, et à partir de là, on peut définir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on va sur notre marché, est-ce qu'on sort du marché pour aller vers d'autres marchés, etc., etc. Donc, je vous propose un petit sondage pour reposer quelques secondes. Donc le sondage, c'est le suivant. La question, avez-vous mis en place une cellule de crise et de communication lors de ces derniers mois? 3 réponses possibles, oui, non, ou j'y pense, mais plus tard. À tout de suite.
Vous pouvez répondre à la question comme vous le voyez dans votre entreprise, dans votre organisation. Je vous donne encore quelques secondes. Après, je vais fermer le sondage. Ok, alors nous à 33% oui, alors 33% des participants ont mis en place une cellule de crise, 50% non et 17% plus tard. Eh bien, parfait. C'est je crois, le meilleur score que j'ai jamais eu. Au revoir à tous. Donc, je vous propose de poursuivre. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Eh bien, vous pouvez me redonner la main sur la présentation, s'il vous plaît? C'est à mon côté que ça se passe? Très bien. Vous Parfait, pouvez merci le beaucoup. faire. Eh bien, c'est parfait là. Donc, après ce petit sondage, nous arrivons à la conclusion. La conclusion, c'est la suivante. Lorsque la situation est incertaine, on prépare le pire et on espère le meilleur. C'est ce qu'un de mes anciens grands patrons m'avait dit en septembre 2008, justement, lorsque nous abordions la tempête de cette fameuse crise-là. Un des enseignements de la crise notable et à prendre en compte est que la capacité à vendre et à distribuer via le digital est clé, surtout dans ces circonstances. Et c'est un sujet à réfléchir et à penser pour toute entreprise. L'autre enseignement, c'est que la crise de la demande, entre guillemets, est solvable, parce que c'est une crise de la demande, mais aussi une crise de la solvabilité des clients de manière générale et des marchés, va générer une crise de cash pour les entreprises. Elles auront le choix ou elles pourront bénéficier du support et des injections de liquidités massives décidées par les États, tous les États, y compris le Maroc, par la liquidation des actifs non stratégiques, éventuellement, l'élargissement de leur tour de table et de leurs actionnaires pour accéder à des nouvelles sources de financement, enfin par la diversification. Voilà, je dirais, la piste qu'il convient aussi d'avoir à l'esprit. Je rappelle également que la CNSS a mis en place un support institutionnel que je ne vais pas développer ici et qui sera développé un peu plus en profondeur lors de la session du 1er octobre. Ce support concerne tous les secteurs et vous pouvez avoir plus d'informations en vous connectant sur le site de la CNSS intitulé covid19.cnss. Pour rappel, en cas de chômage technique, toujours supporté par la CNSS, vous pouvez organiser un chômage technique dans votre entreprise. En aucun cas, la période ne peut dépasser 60 jours dans l'année. Le salaire, en aucun cas, ne peut être inférieur à 50% du salaire normal. Et il convient de consulter les représentants du personnel au sein de votre entreprise avant d'initier cette décision. PME, donc Maroc PME, au-delà de ces outils et ces dispositifs classiques de financement et de support aux entreprises, je pense notamment à Istithmar et à Tatouir, a mis en place un dispositif anti-Covid-19 spécial à l'occasion, qui reprend l'approche que je vous ai présentée voici quelques minutes, donc avec une première étape qui consiste en, je dirais, la sécurisation de la production et de la supply chain, la deuxième étape, la mise en place d'un plan de relance,
La troisième étape, la gestion de la trésorerie et des finances. La quatrième étape consiste à sécuriser et développer les ventes. La cinquième, à transformer, j'ai oublié l'accompagnement du dirigeant, pardon. La sixième étape consiste à transformer l'entreprise digitalement. Tout ce dispositif est subventionné à 80% par Maroc Preneur, donc je vous engage vivement à la solliciter pour pouvoir en bénéficier. De manière synthétique, Maroc Preneur, voilà ce qu'ils proposent au travers de tout leur dispositif. C'est des lignes de crédit de trésorerie pour la très petite et moyenne entreprise, à un taux très intéressant de 0%, bon, pour un montant faible de 15 000 dirhams seulement, mais bon, toujours bon à prendre. Des aides jusqu'à 70% de subventions sur de l'investissement matériel ou immatériel, tout dépend des secteurs dans lesquels vous êtes. 80% de subventions, comme j'ai pu le dire auparavant, à ces missions d'accompagnement et d'assistance à la crise Covid-19. Et notez bien que, en passant par notre cabinet, vous avez plus de 98% des chances que votre dossier soit accepté et reçoive une réponse positive. Quelques liens utiles pour vous. Donc, le lien de la Chambre allemande de commerce et d'industrie au Maroc, donc marocco.hk.de, et le lien de la GIZ, www.giz.de. Les contacts aussi, si vous avez des questions en profondeur à nous poser, c'est avec plaisir que nous y répondrons. On assure également le service après-vente après ces webinaires, ne vous inquiétez pas. Merci. Donc, voilà. Donc, merci de votre attention. Merci à la Chambre allemande de commerce. Merci à la GIZ pour cette brillante initiative. Merci aussi au ministère de l'Industrie qui est un des sponsors de cette action. Et nous sommes à votre disposition pour vos questions et vos réponses. À vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur Ravani. Et nous avons maintenant un moment pour vos questions. C'est-à-dire que vous avez soit l'opportunité de partager vos questions dans le chat, soit de les poser directement. Il y a un petit icône où vous pouvez lever votre main, ou vous pouvez prendre la parole en désactivant votre microphone. En activant votre microphone, pardon. Alors, sinon, nous avons une question ici. Alors, pouvez-vous nous dire comment les entreprises peuvent, elles, se faire aider pour gérer cette crise sur le plan de la gouvernance? Très bien. Donc, pour se faire aider sur le plan de la gouvernance au niveau de l'entreprise, il y a deux manières de faire, ou deux modes. Un premier mode qui peut faire appel à du conseil sur la base d'une mission de conseil et d'accompagnement, que ce soit la thématique, RH, management, industriel, opération, commerce. En général, c'est des missions qui vont durer 3 mois. Dans le cadre de la gestion de crise, ça pourrait consister à aider l'entreprise à mettre en place les principes d'une gestion de crise. La deuxième option que je préconiserais lorsque la crise est vraiment très très profonde et que l'entreprise est dans une situation très très délicate, c'est de faire appel à ce que j'appelle du management de transition, c'est-à-dire à du mentoring à temps plein à un professionnel du métier du secteur et qui a une expérience antérieure dans ces contextes de gestion de crise. Voilà, bien évidemment, les aspects financiers, les budgets financiers pour les deux modes ne sont pas les mêmes. Sur une mission de conseil, on peut entrer sur ce type de mission pour un budget entre 100 et 200 000 dirhams, voire un peu moins. Et pour une mission de management de transition, tout dépend de la taille de l'entreprise et de son périmètre. Alors, à noter que pour les interventions en mode conseil, Maroc PME et d'autres institutions subventionnent ce type d'intervention. Okay, merci beaucoup. Nous avons une autre question d'un participant. Je
Alors, attendez. Alors, mis à part le souci financier que rencontrent les entreprises hors et pendant une période de crise, pensez-vous que la formation, par exemple, en gestion de crise, gestion de la trésorerie en période de crise, gestion de la communication en période de crise, etc., renforcera la capacité de l'entreprise à survivre plus longtemps en période de crise? Oui, alors, est-ce que mettre en place une formation, une notion de gestion de crise va aider l'entreprise? Assurément, assurément. Tout dépend maintenant, je dirais. Je distinguerai deux cas. Le cas d'entreprises qui ont déjà vécu des crises et qui ont donc déjà fait un retour d'expérience et qui ont donc déjà, je dirais, mis en place des choses, et des entreprises pour qui c'est quelque chose de nouveau et qui sont un peu dans l'inconnu. Je vais donner deux exemples. Le sondage que nous avons fait nous a démontré qu'un tiers des entreprises ont mis en place une cellule de gestion de crise, qui est un basique de la gestion de crise. Donc, on peut estimer que ces entreprises-là ont déjà quelques acquis, quelques basiques, quelques expériences et savent comment faire. À contrario, nous avons 50% des entreprises qui, nous sommes au mois de septembre, n'ont toujours pas mis une cellule de gestion de crise. Bon, peut-être qu'il conviendrait d'envisager cet aspect-là. Je vais prendre un autre exemple. J'ai eu la malchance d'être bloqué 5 mois en France lors de cette crise, de mars à juillet. Donc, mon entreprise est passée en crise du fait que j'étais bloqué à l'étranger. Donc, voilà un autre exemple. Et j'ai eu la chance à ce moment-là de participer à un conseil d'administration d'une boîte industrielle en France en juin. Et la question au niveau du conseil d'administration qui a été posée était que faire face à cette crise? Quelle est la stratégie à prendre? Comment se dimensionner pour la prochaine année? Convient-il de maintenir les investissements et les plans de croissance? Convient-il d'abandonner certains marchés? Donc, nous voyons bien que cette crise est un peu spéciale et que, je dirais, tout support d'un expert secteur ou d'une expertise métier va être bénéfique à l'entreprise dans cette période où beaucoup de questions se posent et peu de questions, de réponses sont disponibles. Ok, merci beaucoup. Après, on a une autre question. Existe-t-il des opportunités liées à la phase après-crise? Oui, tout à fait. Très, très bonne question. Je remercie le participant qui l'a posée. Effectivement, comme toute crise, celle-ci présente des menaces, mais aussi des opportunités. J'en donnerai une qui, à mon sens, standard aujourd'hui en cette période de. Nous ne sommes pas encore dans le post-crise, mais nous en approchons à grands pas, je pense. Nous l'avons déjà évoqué, l'aspect digital, cette crise qui a empêché en fait la mobilité, le transport des biens, la mobilité des personnes, l'acte commercial, l'achat si vous voulez. Toute entreprise qui aujourd'hui n'a pas une manière de vendre digitalement et de distribuer digitalement peut trouver dans cette crise une opportunité de développer justement cette manière de faire, de la même manière que vous l'avez fait vous, la chambre de commerce allemande. Avant que nous entrions dans cette crise, nous organisions très très peu de webinaires, ou lorsque nous les organisions, c'était en présentiel dans des endroits prévus à cet effet. Aujourd'hui, nous avons transformé notre manière d'opérer. Nous organisons des webinaires qui nous permettent en distanciel de maintenir le contact avec nos membres, nos adhérents, de donner des bons conseils et de les soutenir lors de cette période difficile. C'est un exemple concret de transformer une crise en une opportunité de développement digital. Ok, super, merci. Alors, une autre question. Quelles sont les prévisions de sortie des analyses au niveau des très petites entreprises? Une question très très difficile. Je ne suis ni épidémiologiste ni politique. Je vais parler au conditionnel, bien évidemment. Si on prend les faits factuellement, sanitairement parlant,
ce qu'on constate? On constate que globalement, après une première vague, je parle au niveau mondial et je vais détailler au niveau Maroc. On voit qu'au niveau mondial, la contamination est en croissance constante. Elle a fait un premier palier à 100 000 contaminations au jour sur le deuxième trimestre. Maintenant, elle est sur un palier à 300 000, relativement stable, mais elle remonte encore un peu. En ce qui concerne les morts, on a eu un pic à 7500 jours courant mois de mai, juin, et puis une descente à un palier de l'ordre de 4500, 5000 morts jour depuis maintenant 3 mois. Stable. Donc concrètement, la contamination augmente, les morts restent stables. Maintenant, au niveau Maroc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne quelque chose d'un peu différent. On a eu un premier petit pic de contamination très faible, je dirais en avril-mai, avec un petit pic de mortalité très faible de l'ordre de 5 à 10 maximum par jour, puis une baisse des deux courbes, et puis maintenant, depuis un mois et demi, on assiste à une hausse des contaminations au Maroc jusqu'à un niveau de l'ordre de 2000-3000 jours, et un pic aussi de la mortalité à 30-40 jours, mais qui reste néanmoins très faible. Ce que l'on peut espérer, c'est que, je dirais, cette continuation de la première vague au Maroc se tasse d'ici la fin de l'année pour pouvoir aborder l'année 2021 dans des bonnes conditions. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura une relance. Les gens auront toujours besoin de se déplacer, de se nourrir, de s'habiller, de s'éduquer. Les questions qui se posent sont beaucoup plus sur l'évolution du profil de la demande et la quantification de la demande en face de éventuellement des problématiques de solvabilité des clients tout simplement. Donc voilà, je dirais un peu les prévisions, mais je le redis, nous sommes dans un contexte d'incertitude. Il convient d'avoir plusieurs scénarios, un pessimiste, un optimiste à minima, et de se décider en fonction de la situation et des dernières informations disponibles. Merci. Maintenant, nous avons un participant qui aimerait poser une question personnellement. Vous pouvez activer votre... Oui, bonjour. Vous m'écoutez? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Salim. J'espère que vous allez bien. J'ai une petite question. Certainement, actuellement, le contexte, il est plein d'incertitudes actuellement. Et bon, puisqu'on parle un peu du futur, mais que pensez-vous, que projetez-vous un peu pour les mois qui suivent sur le secteur automobile? Comment vous pensez qu'il peut renaître un tout petit peu, être un peu plus dynamique et à votre avis, quels sont les meilleurs axes que les entreprises doivent investir un tout petit peu dans leurs efforts, formation, conseil? Vous avez bien sûr parlé des conseils. Oui, mais à votre avis, qu'est-ce que les entreprises doivent faire et comment vous projetez probablement dans 3-6 mois suivants l'état de santé du secteur automobile? Merci. Bonjour monsieur, merci beaucoup pour votre question. Alors pour l'automobile, je distinguerai deux sous-secteurs. Les ventes de voitures au Maroc, qui est le secteur l'IVAM, quoi, je dirais, et puis le secteur manufacturier automobile au Maroc. En ce qui concerne les ventes au Maroc, elles se positionnent comme les ventes dans les autres pays du monde, qui ont été fortement impactées lors des 2-3 mois de confinement avec une baisse drastique des ventes de l'ordre de 70, 80 et 90%. Et depuis, lorsque le confinement sévère est levé, on assiste à une reprise des ventes plus ou moins rapide, fonction des pays et fonction des marques. Par exemple, le secteur au Maroc a bien rebondi en août. Il se situe à moins 10% par rapport à son équivalent de l'année dernière, c'est-à-dire au même mois de l'année dernière, c'est-à-dire qu'on est presque en train de récupérer la vitesse de croisière. Évidemment, on a perdu 3 ou 4 mois de vente. En France, c'est à peu près similaire. Le dernier mois aussi a été même légèrement supérieur à août 2019. Et certaines marques arrivent à tirer leur épingle du jeu. Je pense notamment à Peugeot, Opel, Fiat Chrysler, qui fait des très bons scores en France. Ça, c'est en ce qui concerne les ventes sur le marché automobile. Ça renseigne aussi sur le profil de la demande qui n'a pas trop évolué. C'est-à-dire que concrètement en Europe, ce qu'on a assisté, c'est que
En fait, différentes primes ont été mises en place, ce qui a, je dirais, boosté le secteur. Et pour beaucoup de clients B2C, donc des clients comme vous et moi, en fait, cette période post-confinement est presque devenue une opportunité pour faire des bonnes affaires dans l'achat de voitures. Donc voilà pour ce secteur-là. Donc pour cette partie-là, je pense que hors reconfinement sévère au Maroc à venir avant la fin de l'année, on devrait revenir à une vitesse de croisière normale d'ici la fin de l'année. En 2021, je pense qu'éventuellement, on pourra avoir un petit rattrapage de marché. Voilà. Bon, faut pas oublier quand même que c'est un marché qui a énormément cru sur ces 3-4 dernières années avec un record à presque 180 000 véhicules vendus d'ici 2 ans de mémoire. Alors, en ce qui concerne par contre le secteur manufacturier, le secteur manufacturier, il est complètement lié à son marché d'appel, qui est les usines clients, constructeurs et équipementiers en Europe, et les 2 gros clients au Maroc, donc Renault à Tanger et PSA et Nitra. Ces clients-là ont arrêté leur usine en moyenne entre 2 et 3 mois. Ils les ont redémarrés depuis de manière progressive. Ils sont quasiment, pour la plupart aujourd'hui, revenus à leur niveau de production intérieure. Voilà, donc on retrouve à peu près les mêmes niveaux de demande qu'auparavant. Enfin, j'exagère un peu. Je dirais sur le dernier tour de marché que j'ai pu faire, on était encore à moins 25% de la demande 2019, mais en croissance progressive. Sur ce secteur-là manufacturier, j'attirais l'attention sur 2 points. Attention au risque de coup de fouet, c'est-à-dire vu qu'on est en reprise de volume, on a des effets de stock et des effets de coup de fouet qui se propagent entre les constructeurs, les équipementiers de rang 1 et rang 2, qui aboutissent à je dirais, des crises de livraison, etc. Donc, il convient de sécuriser sa chaîne logistique pour éviter de provoquer des arrêts de chaîne. Le deuxième point sur lequel je ferai un éclairage, c'est que au-delà de la reprise de ce marché, le marché a pris quand même un gros coup et on est en face d'une situation où on a 2 types des entreprises. Soit des entreprises qui avaient une situation de cash, je dirais, solide et qui ont pu traverser la crise jusqu'à aujourd'hui, en tous les cas, de manière, robuste et saine, et qui aujourd'hui, au vu de la reprise du marché, vont pouvoir continuer à prospérer. Et un deuxième type d'entreprise qui était déjà rentré affaibli dans la crise, surtout sur ses aspects financiers, et qui aujourd'hui sont en fait à l'agonie et qui vont présenter des proies. Et donc, c'est là où je voulais en venir. Le marché aujourd'hui est une opportunité de prise de participation ou de rachat d'entreprises en difficulté financière, notamment dans le secteur automobile manufacturier. Donc voilà, je dirais un peu pour le scoop sur le marché et les prévisions auxquelles on s'attend pour les mois à venir. Et merci beaucoup. Alors, nous avons une autre question, notamment, est-ce qu'il existe-t-il des opportunités futures de numérisation après la crise ou le marché a-t-il atteint un stade de saturation? Alors, y a-t-il des opportunités? Le marché numérique ou digital est-il saturé? Alors, il n'est pas saturé, ça c'est certain. Et il y a encore un potentiel énorme. Est-ce qu'il y a encore des opportunités? Oui. Par contre, votre question, et je vous en remercie, va permettre d'apporter un éclairage un peu, je dirais, plus réaliste et pragmatique. Aujourd'hui, le digital est mis en avant de manière très, très importante partout. Il faut faire du digital, il faut être digital, il faut devenir digital, il faut… Voilà. Bon, il faut rester pragmatique. Nous sommes dans le business. Si le digital me permet d'accroître mes revenus ou ma marge, il convient d'y aller. Si au contraire, il ne me permet pas, qu'il va juste représenter un coût, je n'ai pas forcément y aller. Ça, je dirais, c'est la première réflexion. La deuxième réflexion, c'est qu'il convient d'y aller, je dirais, avec une approche réaliste et donc de privilégier la digitalisation des endroits ou des processus de l'entreprise qui vont permettre de maximiser la compétitivité, la croissance du revenu ou la baisse des charges. Et c'est pour ça que
nous suggérons aujourd'hui à l'ensemble de nos clients en cette période de crise, post-crise Covid-19, s'ils ne l'ont pas déjà fait, si ça n'était pas déjà en place, de digitaliser à minima leur processus de vente et de distribution. Il est certain qu'aujourd'hui, distribuer sur deux places de marché, une place de marché réelle et une place de marché virtuelle, est clairement un plus pour toute entreprise, et ceci peut être fait pour des coûts très, je dirais, très réalistes et très en phase avec le niveau d'investissement possible au niveau des entreprises marocaines. Ok, merci beaucoup. J'ai un autre participant qui aimerait poser la question personnellement. Monsieur El Gamali, vous pouvez activer votre microphone pour poser votre question. Oui, bonjour, monsieur Rabbani. J'ai une question par rapport aux prises de décision stratégiques des entreprises en cet état de crise, à savoir est-ce qu'ils doivent arrêter leurs activités, continuer ou chercher des financements. Est-ce que d'après vous, est-ce que vous pouvez recommander des seuils au niveau des ratios financiers, à savoir par exemple la rentabilité, le rapport rentabilité sur le capital ou le pourcentage des capitaux propres qui assurent le financement de l'actif, que les chefs d'entreprise doivent vérifier? Merci, monsieur. Merci beaucoup pour votre question. Alors, sans peut-être forcément aujourd'hui rentrer dans les détails des ratios, puisque ça va faire l'objet de la prochaine session où là, on va vraiment rentrer dans les ratios de rentabilité, profitabilité, retour sur investissement. Je vais rebondir sur un des points que vous avez évoqué qui me paraît important, ou en tous les cas notable, et qui va permettre de rebondir sur un exemple. C'est l'arrêt de l'activité. Nous, on a été confrontés à des clients qui étaient dans des situations un peu compliquées et qui ne savaient pas quoi faire. Et effectivement, par rapport à cette notion de point mort et de rentabilité, suite à des analyses rapides, je dirais sans forcément aller très très loin dans l'analyse financière, on a constaté qu'en fait, il valait tout simplement mieux à court terme arrêter l'activité, geler l'activité de manière complète et attendre, je dirais, le printemps en l'occurrence, c'est-à-dire la reprise du marché pour redémarrer. Donc, voilà, c'est une option à envisager. Elle peut, au final, être moins coûteuse qu'un prolongement de l'activité, clairement. Ça, c'est le premier point. Et en fait, c'est tout. Voilà, merci. Ok, merci beaucoup. Alors, encore peut-être une ou deux questions et après nous pouvons finir. Attendez. Ok. Alors, j'ai une personne ici qui aimerait bien savoir votre avis sur après la crise, les modes d'apprentissage imposés par la pandémie. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter je crois que la question? personne pourrait plutôt prendre la parole elle-même. Attendez juste un petit moment. Alors, vous, Jalil Loukili, vous pouvez activer votre microphone et poser votre question personnellement. Je crois que c'est plus facile. Oui, bonjour Monsieur Rabbani. Merci Madame. Au fait, le secteur de la formation et de l'enseignement, il a complètement changé. Il y a un mode d'apprentissage qui a complètement changé l'apprentissage par présentiel. Est-ce que dans ce cas, à partir au-delà de la pandémie, est-ce qu'il va y avoir une croissance de ce secteur? Est-ce que vous envisagez une après-crise correcte par rapport au secteur de la formation, au Maroc particulièrement? Oui, merci beaucoup pour votre question qui est très intéressante. Effectivement, le secteur de l'enseignement, de la formation a été obligé de beaucoup changer, je dirais, en cette période. On est tous passés, enfin tous nos enfants sont passés par du distanciel
un certain moment. Au niveau entreprise, alors je vais peut-être d'abord faire un scope de ce que nous, on a pu constater sur le terrain. Sur le terrain, on a été surpris de constater que la plupart des entreprises ont arrêté la formation, bien sûr en présentiel, mais elles ne l'ont pas faite pour autant en distanciel. Nous, dans notre esprit, on pensait que c'était une opportunité pour les entreprises pour justement dérouler des plans de formation, vu qu'il y avait moins d'activités, etc., dérouler des plans de formation d'ailleurs déjà établis et déjà budgétés sur un mode distanciel. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, sur le secteur de la formation, avant même la crise, on avait déjà un développement à 2 chiffres du e-learning, soit via des MOOC, donc des modules préétablis que vous achetez, que vous consommez, soit via un peu le mode d'aujourd'hui, c'est-à-dire un distanciel du e-learning, un professeur en visio et des élèves connectés à lui en visio. Il est certain que ce secteur va continuer à croître très vite et cette crise n'a fait qu'accélérer, ne va continuer à faire accélérer la croissance de ce secteur. Ça, c'est une évidence. Par contre, la crise aussi a prouvé les limites du distanciel, en tout cas en termes de formation. C'est-à-dire que pour les classes d'âge petites, je pense aux enfants particulièrement, bon, à partir d'un certain âge, c'est quand même assez compliqué. Les spécialistes disent aujourd'hui que avant 10 ans, c'est quand même pas très efficace. Ça permet plus de maintenir, je dirais, un lien presque affectif et social sans aller beaucoup plus loin. Pour les classes d'âge supérieures, c'est plus efficace. L'autre limite aussi, c'est qu'il y a certains apprentissages qui doivent se faire de manière pratique, que ce soit du on-job training ou des formations techniques, je dirais tout simplement. Et auquel cas, les faire en visio, ça présente quand même quelques difficultés. Donc voilà. Je vais rebondir par contre sur votre question par rapport à l'aspect entreprise et distanciation dans l'entreprise. Pour rappel, avant la crise, et là il y a une opportunité pour les entreprises et également pour les acteurs de ce secteur, avant la crise du Covid, les entreprises, en tout cas au Maroc et de manière générale dans les pays de culture chaude, latine ou maghrébine, je dirais, la visio, le travail distanciel n'était pas très promu ni apprécié. On craignait en fait, je dirais, le sérieux de l'employé, on craignait des baisses de productivité, au-delà des limites du système en soi. On a été, en Europe aussi d'ailleurs, il y avait cette crainte. On a été très surpris parce qu'on a constaté que la productivité des employés en travaillant dématérialisé a augmenté de 20 à 30% en moyenne. Alors bien évidemment, il y a toujours parfois quelques cas à gérer, comme partout, comme d'ailleurs en présentiel, mais dans l'immense majorité des cas, la dématérialisation du travail ou le travail dématérialisé a permis un accroissement notable de la productivité. Premier point. Deuxième point, il a montré une limite au niveau ressources humaines, c'est-à-dire que on a fait travailler les gens dématérialisés, par contre, on a perdu le contact avec eux, on a perdu le lien social, on a perdu le lien culturel, l'entreprise a perdu le lien avec l'employé ou les employés, et on a eu un impact sur le turnover qui s'est notablement accru. Donc, qui dit dématérialisation dit gain de productivité, mais dit également, attention, augmentation de turnover, parce que votre employé, en fait, il est loin de vous, il est moins proche de vous, il est un peu plus dans sa bulle. Donc voilà, je dirais, une des limites de cette pratique du travail, mais qui certainement va se propager dans les années à venir. Je terminerai sur ce point-là par l'exemple de l'Allemagne, qui était déjà un précurseur, un pionnier sur ce plan, sur l'aspect législatif, régulation, c'est-à-dire l'aspect régulation législative du travail. Allemand prenait en compte le travail dématérialisé, voici bientôt déjà 4 ou 5 ans, puisqu'on avait eu un décret qui était tombé et qui a imposé aux employeurs, à partir du moment où un employé recevait un mail ou un SMS le week-end, de le considérer comme étant en train de travailler et donc de le rémunérer en conséquence. Donc, par rapport à ce point, il est important que la législation du travail au Maroc et que les normes afférentes, je dirais, évoluent aussi dans ce sens et prennent en compte ces différents aspects et mettent en compte les normes pour, je dirais, rester dans un équilibre travail, vie privée, tant pour l'entreprise que pour l'employé, pour avoir un win-win pour tous. Donc voilà, je dirais, par rapport à votre question, et c'est certain, à mon sens, que c'est un secteur d'avenir. D'ailleurs, la prolifération des plateformes de
visio ou de coopération, spécialisée ou non, quelle qu'elle soit, on sent la preuve concrète. Merci bien. Merci beaucoup, Monsieur Rabbani. Et merci à tout le monde d'être venu aujourd'hui. C'est maintenant la fin de notre webinaire, mais la semaine prochaine, on continue avec la thématique de l'assistance financière, aussi avec Monsieur Rabbani. Alors, je vous invite à vous inscrire et à nous joindre la semaine prochaine, et aussi pour les autres thématiques de cette série de webinaires, notamment les ressources humaines, le marketing digital et le business development. Merci. Merci à tous pour votre participation et merci pour vos questions très intéressantes. C'était très bien, impeccable. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée à tous, au revoir.